Donc, je vais vous parler maintenant de la force de gravitation. Ça se trouve dans votre cours aux pages 3 et le début de la page 4. Je vous montre mon PowerPoint qui se trouve ici. Et puis, donc, je vais faire des commentaires comme j'ai fait tout à l'heure pour l'exercice que j'ai présenté. Alors, la force de gravitation, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, il y a un physicien très connu qui s'appelle Isaac Newton, donc c'est celui qui a donné son nom à l'unité de mesure des forces, en fait, et il y a une légende qui dit qu'en fait, ce monsieur aimait bien aller se balader dans son jardin le soir, après avoir mangé, puis qu'un jour, il a vu une pomme tomber d'un arbre. Et puis ce jour-là, c'était un jour particulier parce qu'il y avait justement la pleine lune. Donc il voyait dans le ciel la lune, et puis il a vu une pomme tomber d'un arbre. Et donc, il se serait posé la question, finalement, pourquoi est-ce que la lune ne tombe pas sur la Terre comme la pomme tombe de l'arbre, en fait? Alors, ce qui se passe, c'est que si vous imaginez une pomme qui est sur un arbre, une pomme, quand elle est sur l'arbre, elle est immobile. Donc, si elle tombe sur Terre, elle part immobile et elle est attirée en direction du sol. Tandis que la Lune, c'est connu depuis longtemps que la Lune tourne autour de la Terre, et donc tout le monde à l'époque savait que la Lune avait déjà une vitesse en fait. Alors, si la Lune tombe sur la Terre, mais qu'en même temps elle a une vitesse, eh bien du coup, au lieu de tomber droit dessus, vu qu'elle a déjà une vitesse comme ça, elle va tomber à côté. Et en fait, c'est ce qui se passe en permanence, c'est que la Lune, elle tombe en permanence sur la Terre, mais comme elle a une vitesse, elle tombe à côté. Alors, c'est cette idée-là qu'a eu, pour expliquer les choses, qu'a eu Isaac Newton. Et donc, sa conclusion, c'est que c'est la même force qui est responsable du fait que la pomme tombe de l'arbre et du fait que la Lune tourne autour de la Terre. Et cette force-là, c'est donc ce qu'on appelle la loi universelle de la gravitation. Alors, que dit cette loi? Cette loi, elle dit que si vous avez... Alors, j'ai représenté ici deux objets que je vais prendre du rouge en fait. Voilà, vous avez un objet A ici et puis vous avez un objet B ici. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être par exemple la Terre et la Lune ou le Soleil et la Terre. Ça peut être n'importe quoi. Deux objets quelconques. Eh bien, la loi, elle dit la chose suivante. Elle dit tout corps A de masse MA, c'est-à-dire celui-ci, sa masse, c'est son nombre de kilos, eh bien, ce corps A va exercer une force de gravitation attractive, on va voir ce que ça veut dire attractive, sur tout autre corps B de masse MB, c'est-à-dire sur celui-ci. Donc, en fait, ce que dit cette loi, c'est qu'un corps qui a une masse, par exemple le A ici, va exercer une force, qui est celle-ci en l'occurrence, qui va attirer le corps B contre le corps A. Et puis donc, évidemment, vice-versa, on peut dire aussi, si je prends par exemple du verre ici, eh bien, on peut dire que le corps B, qui lui-même a une masse, va attirer le corps A en direction du corps B. Donc, cette force de gravitation, c'est une force qui attire les objets entre eux, simplement, en fait, par le fait qu'ils ont une masse. Alors, il existe une formule pour calculer cette force, et cette formule, c'est celle qui est ici, dans cet encadré. Alors, que dit la formule? Elle dit que la force en question, qu'on peut calculer en nombre de newtons, elle est égale au produit des deux masses, donc MA fois MB, donc il faut multiplier la masse des deux objets, masse qui doit être exprimée en kilogrammes, bien sûr. Ici et aussi ici. Maintenant, la loi, elle dit aussi qu'il faut diviser ce produit-là, MA fois MB, par la distance qui sépare les deux objets. Donc la distance ici, je l'ai dessinée, c'est cette distance entre là et là. Ça représente en fait la distance entre le centre de l'une et le centre de l'autre. On va voir tout à l'heure qu'en fait, ces centres, c'est ce qu'on appelle le centre de gravité des objets. Donc c'est cette distance-là. Cette distance, dans la formule, elle doit être prise au carré. Elle doit être exprimée en mètres. Donc, c'est obligatoire. Alors, évidemment, pour une planète, pour des
comment dire, des étoiles ou des choses comme ça, les distances ici, ça peut être des distances très très grandes. Donc en général, on les exprime plutôt en kilomètres, hein, voire autre chose, plutôt que des mètres. Donc il faut, dans les exercices, il faudra que vous fassiez les transformations. Dans cette formule, il reste une dernière chose, il reste ce facteur ici, G. Alors ce facteur G, c'est en fait une constante qu'on appelle la constante universelle de la gravitation, comme j'ai marqué ça ici. Alors on verra dans un ou deux transparents ce que ça veut dire finalement cette constante. Alors, donc en résumé, pour calculer la force qui s'exerce entre deux objets, vous avez besoin de connaître la masse des objets et vous avez besoin de connaître la distance qui les sépare. Masse qui doit être en kilos, distance qui doit être en mètres. Puis donc, vous mettez tout ça dans cette formule et vous trouvez à la fin la force d'attraction, la force de gravitation qu'il y a entre ces deux objets. Alors, je passe à la page suivante où il y a quelques remarques. Voilà. Alors, premièrement, première remarque, l'agent de la force de gravitation, c'est la masse des corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les objets s'attirent entre eux à cause de la force de gravitation, ben c'est en fait parce que ces objets ont une masse. Le simple fait que des objets ont une masse fait qu'ils sont attirés et qu'ils attirent d'autres objets qui ont d'autres masses. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous êtes en ce moment chez vous, j'imagine que devant vous, vous avez un ordinateur, eh bien, vous avez une masse, vous faites un certain nombre de kilos, votre ordinateur fait un certain nombre de kilos aussi, donc votre ordinateur et vous êtes attirés. Alors, attention, hein, on le verra que cette force d'attraction, bien qu'elle existe, elle n'est pas toujours visible, hein, on ne peut pas toujours réaliser son importance, parce que justement, ça c'est la deuxième remarque, plus la masse des corps est grande, plus la force est élevée. Évidemment, si les corps, comme on peut le voir dans la formule ici, si les masses sont petites, évidemment, ça va faire une toute petite force de gravitation. Donc, il faut quand même un certain niveau, on va dire, de masse pour que cette force puisse être observée. Deuxième chose, quand on regarde la formule ici, on voit qu'on doit diviser par la distance qui sépare les objets, distance au carré. Donc, évidemment, plus cette distance qui est là, plus cette distance est élevée, plus cette distance est grande, plus le terme ici va être grand. Et donc, quand on divise par un grand nombre, on obtient quelque chose de tout petit. Donc, la force de gravitation, en fait, elle diminue avec la distance. C'est ce que j'ai marqué ici sur la deuxième en fait, ligne, la troisième, pardon. Plus les corps sont éloignés, plus la force est faible. Alors, je reviens maintenant sur ce quatrième point, le point d'application. Alors, on a vu hein, la semaine passée et puis la semaine d'avant, je crois, ce que c'était que le point d'application. Le point d'application d'une force, c'est là où agit la force. Alors, lorsqu'on a un objet, la force de gravitation, elle agit sur un point qu'on appelle le centre de gravité. C'est ça la définition de ce qu'on appelle le centre de gravité, qui est quand même un terme assez connu, en fait, hein, le terme de centre de gravité. Donc, en général, nous, on aura des situations relativement simples, hein, dans lesquelles on prendra comme centre de gravité, tout simplement, on va prendre des objets qui sont symétriques, et donc le centre de gravité, c'est la plupart du temps le centre des objets. Voilà. Donc ici, le centre, par exemple, si ça c'est la Terre, puis que ça c'est la Lune, le centre de la Terre jusqu'au centre de la Lune. Ça c'est pour la quatrième remarque. Et puis maintenant, une ultime remarque par rapport à ce transparent que j'ai faite déjà quand j'ai fait le début de ma présentation, c'est que en fait, les deux corps exercent l'un sur l'autre des forces qui sont égales, mais qui sont opposées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de force égale. Ça veut dire que si vous prenez le corps A qui exerce une force sur le corps B, hein, ici, ce corps A exerce une force d'attraction. Le corps B va être attiré en direction de A. Ou que si vous considérez le corps B qui, lui, attire le corps A, eh bien, ce que dit cette loi, c'est que finalement, ces deux forces
eh bien, elles sont égales. Alors, ce ne sont pas les mêmes parce qu'elles sont dirigées de manière différente. Hein. Une, elle va contre ici, une, elle va contre là. Mais en norme, en nombre de newtons, c'est la même force. Et ça, c'est assez curieux. Donc, ça veut dire, par exemple, que si vous êtes attiré par la Terre vous attire, mais vous attirez aussi la Terre. Donc, maintenant, la question est, si par exemple vous sautez en bas le balcon, est-ce que c'est vous qui descendez en direction de la Terre ou est-ce que c'est la Terre qui monte en direction de vous? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. On verra plus tard dans le cours que, évidemment, c'est plutôt vous qui êtes attiré en direction de la Terre, mais en fait, les deux sont attirés, mais c'est plutôt vous qui bougez parce que en fait, vous êtes plus léger. C'est ça la réponse à cette question. Alors, j'ai un dernier transparent à vous montrer, puis après j'arrête avec ça. De toute façon, c'est gentiment l'heure. Je vous ai parlé tout à l'heure dans la formule d'une constante qui est la constante ici de gravitation, ce fameux grand G qui apparaît dans la formule. Alors déjà, attention, ce grand G, il a un nom bien spécial, c'est ce qu'on appelle la constante universelle de la gravitation. On a coutume de l'appeler G majuscule et non pas G minuscule. Donc en fait, ce G, ça n'est pas le G qui vaut 9,81 mètres par seconde carré. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir en réalité même. Ça n'est pas l'accélération de la pesanteur. Ça porte la même lettre, mais en fait, c'est pas tout à fait la même puisqu'ici, il s'agit d'une lettre majuscule. C'est donc ce qu'on appelle la constante universelle de la gravitation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette constante universelle de la gravitation? Je vous donne ici sa valeur que, évidemment, vous n'avez pas à apprendre par cœur, vous aurez toujours cette valeur sous les yeux dans un formulaire à disposition. La valeur de grand G, c'est 6,67 fois 10 puissance moins 11. Et vous voyez que les unités, ce ne sont pas des mètres par seconde carré comme le G qui vaut 9,81 mètres par seconde carré. Ce sont des newtons fois des mètres divisés par des kilos au carré. Alors, cette grandeur, c'est ce qu'on appelle la constante universelle de la gravitation. Donc, si c'est une constante universelle, eh bien, ça veut dire qu'en fait, elle ne dépend pas de l'endroit où la force de gravitation s'exerce. C'est donc tout le temps la même valeur, quel que soit l'endroit où on se trouve. Donc, si vous êtes sur Terre, c'est cette valeur-là. Si vous êtes sur la Lune, c'est cette valeur-là. Si vous êtes dans l'espace, loin de tout, c'est cette valeur-là, partout. Elle ne dépend pas non plus du type de corps qui sont en interaction, qu'il s'agisse de la Lune, de votre ordinateur, du Soleil, de Mars, peu importe, c'est toujours cette même valeur. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que cette valeur, elle est difficile à déterminer. Elle a été déterminée par un physicien, je crois qu'il était américain, si je me rappelle bien, qui s'appelait Cavendish. Elle a été découverte, mesurée, on va dire, en 1798. Et là, je vous rends attentif qu'en fait, Isaac Newton, quand il a produit sa loi de la gravitation, c'était quasiment 100 ans avant. C'était, je vous l'avais dit, en 1687. Donc, 1687, pour produire cette loi qui est ici, 1687, mais pour mesurer la valeur de G, il a fallu attendre encore plus de 100 ans. Et ça a été fait par Cavendish. Alors, pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre autant de temps? Eh bien, parce qu'évidemment, cette valeur, elle est difficile à mesurer en réalité. Comme vous pouvez le constater ici, cette valeur, elle est très petite. 6,67 fois 10 puissance moins 11, c'est une valeur qui est très, très faible en réalité. Donc, comme elle est faible, eh bien, si vous avez des masses, si par exemple, je reprends ma formule ici, tac, tac, voilà. Si vous avez des masses ici qui sont petites, étant donné que le G est lui-même très petit, eh bien, vous aurez une force qui est très, très petite. Et donc, du coup, s'il y a une force qui est très petite, l'effet de la force va être très faible aussi, très petit, et donc on ne va rien voir du tout. C'est pour ça que cette force de gravitation, on la voit bien s'appliquer lorsqu'il y a au moins un des deux objets ici qui a une masse élevée. Comme par exemple, une personne, moi, sur la Terre. La Terre, c'est une très grosse masse. Ou la Lune et la Terre, deux objets qui ont des très grosses masses. Parce que si les masses là sont suffisamment élevées, alors ça va compenser le fait que G est tout petit.
Et donc, ça, c'était la difficulté expérimentale pour déterminer cette valeur de G. Difficulté expérimentale qui a été relevée, en fait, enfin, pas relevée, mais qui a été surpassée, on va dire, cette difficulté par Cavendish en 1798 et qui a fourni donc cette mesure de G qui vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11. Alors, l'idée, c'est que, évidemment, comme je viens de vous le dire, plus les masses sont importantes dans la formule, plus les masses sont grandes, plus la force va être importante. Et qu'est-ce qu'il y a comme grande masse dans l'univers? C'est évidemment les planètes et les étoiles. Donc, c'est pour ça que cette force-là, avec cette formule, elle permet surtout de décrire le mouvement les forces qui interagissent entre les étoiles, entre les planètes, entre des objets très massifs dans l'univers. Et ça, donc, c'est effectivement tous ces objets qu'on appelle les objets célestes, en fait. C'est pour ça que j'ai marqué ici, la force de gravitation régit le mouvement des corps célestes dans l'univers. Évidemment, ça ne régit pas que ça, hein, mais en particulier, ça a beaucoup d'influence là-dessus. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. On a 5 minutes pour répondre à d'éventuelles questions. Donc, si vous avez des questions, il faut donc lever la main. Je ne vois personne qui lève la main, mais peut-être que ça va arriver, je ne sais pas. Romain, alors Romain, il lève la main, ouais. Une question, Romain? Ouais, j'ai une petite question. En fait, j'ai pas compris sur si par exemple il y a deux corps qui ont la même masse, Ouais. les deux ils s'attirent la même chose ou Mais même s'ils n'ont pas la même masse, parce qu'en fait, si vous faites, par exemple, vous prenez deux nombres, vous faites 5 fois 6, ça fait 30, mais si vous faites 6 fois 5, ça fait 30 aussi. Donc en fait, ce que dit cette loi, c'est que par exemple, la Lune, elle attire la Terre, et la Terre, elle attire la Lune, et les deux s'attirent avec la même force. Maintenant, ce n'est pas parce ok. qu'il y a la même force que ça va être le même effet. Je vous donne un exemple. Si par exemple, je pousse avec mes petits muscles mon vélo, je vais arriver à le bouger. Mais si je pousse avec mes petits muscles une voiture, je vais arriver peut-être à la bouger, mais de manière beaucoup moins efficace, en fait. Donc, Mhm. en fait, l'effet du mouvement ne dépend pas que de la force, il dépend aussi de la masse de l'objet qui subit le mouvement. C'est pour ça que je vous disais, si moi je saute du balcon, je vais attirer la Terre autant que la Terre m'attire. La Ok. force, ça va être la même, mais l'effet, ça ne va pas être le même parce que moi, je suis beaucoup plus léger que la Terre, donc c'est plutôt moi qui vais bouger que la Terre qui va monter, en fait.